Frédéric Dabi, bonjour. Donc bonjour. Avec ce soir Valérie Pécresse, Darmanin sur France Télé. Oui. Et alors, puis Zemmour et on rappelle Mélenchon. quand même parce qu'on a lancé un petit sondage ce matin, comme tous les matins, une question du jour. La question c'est est-ce que vous allez regarder les débats ce soir, c'est-à-dire Zemmour contre Mélenchon, Darmanin Pécresse ou aucun des deux. Et qu'est-ce que ça donne? Eh ben pour l'instant aucun des deux, 37%, mais Mélenchon Zemmour 62% et Darmanin Pécresse 1%. Ah, 1%, voilà, ça monte progressivement. Je comprends la soupe à la grimace. Oui, de France Télévisions. De France 2, oui. Alors, il y a un auditeur qui est en ligne avec nous. On va aller partir en fait avec... C'est vous qui avez la parole au 0826 300 300 qui est avec nous. Et c'est Renaud qui est avec nous. Bonjour Renaud. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez regarder, vous, l'un des débats ou alors aucun des deux? Eh bien, écoutez, je fais partie des 67% de ceux qui ont répondu à la question Twitter. Donc, Mélenchon, Zemmour. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat, alors? Ben, écoutez, connaissant les caractères des deux protagonistes, je pense que ça promet du mouvement. Voilà. Maintenant, le contenu... que va-t-il être? Ça va être la grande question. Mais je pense que ça promet un grand moment de télévision et de politique. Oui, ça c'est vrai. Alors, merci Renaud, restez avec nous. Le factuel du matin avec Félix Mathieu, on se souvient beaucoup des débats d'entre-deux tours, entre les finalistes en général de l'élection présidentielle. Françoise ne va pas me démentir, mais il est déjà arrivé que les débats marquent les esprits dès le premier tour et même avant. Il y a eu en fait des débats, Félix. Oui, par exemple, en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait frôlé les 20% au premier tour. Et l'une des séquences qui l'avait fait percer, c'était ce débat avec les autres gros candidats. Personne, à l'époque, n'osait évoquer l'affaire Fillon sur le plateau, sauf lui, et avec le sens de la formule. D'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous. Pardon, pas moi. Non, mais je tiens à le préciser. Ici, il y a deux personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Ça pourrait venir. Les trois autres, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Alors, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le même sac. Les pudeurs de gazelle. Les pudeurs de Jean-Luc Mélenchon. Déjà, Jean-Luc Mélenchon. 10 ans plus tôt. Il aime bien cette expression, Jean-Luc Mélenchon. Il l'emploie souvent. Alors, 10 ans avant ça, lors du premier tour de la présidentielle 2007, il y avait eu la percée de François Bayrou, une campagne de François Bayrou marquée notamment par son débat d'avant le premier tour avec Ségolène Royal. Si j'étais ici pour me rallier à Ségolène Royal, à l'instant même, je briserais cet élan que j'ai essayé de créer. Et de dire François, mais n'exagérons rien. Voilà, donc... non, c'est second tour. C'est après les 18% de... C'est après les 18%. C'était pour savoir s'il allait appeler à voter pour l'un ou l'autre. Mais ce n'était pas le débat des finalistes. Exactement. Voilà, mais c'est un débat... déjà sur BFM, je vous rappelle. Oui, c'est vrai. BFM qui a fait son premier coup avec ce débat. Il faut le rappeler. Alors, en remontant un petit peu plus loin, Félix, il y a une séquence qui est restée vraiment dans les mémoires. Un an avant la présidentielle de 95, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose les uns les autres, non? Un an avant la présidentielle de 95, allez, une fois, deux fois, trois fois. Balladur. Voilà. Balladur vous, Chirac. Frédéric Dabi. Balladur Chirac. Oui. Sur France 2. Oui. Avec Paul Amar. Et voilà, c'est ça, gagné la séquence. Voilà, c'est ça, Félix Mathieu. Voilà, le journaliste de France 2 qui avait carrément sorti les gants de boxe pour la mise en scène devant un Bernard Tapie ostensiblement consterné. Attendez, j'ai pris quelques précautions. Grâce à la gentillesse de Décathlon, ça coûte rien à la maison France 2. Nous n'en avons pas besoin, mais je les aurais acceptés si on m'en avait fait cadeau. Je vois que la générosité d'Antenne 2 ne va pas jusque-là. C'est sérieux la politique. C'est sérieux la politique. Paul Amar qui avait été évincé du 20h d'ailleurs peu après cette séquence. Oui, Jean-Marie Le Pen, donc face à Bernard Tapie, on s'en souvient. Est-ce que ce débat peut changer quelque chose ce soir dans la campagne, là où nous en sommes aujourd'hui? Françoise de je pense que BFM table sur des scores qui vont être très certainement stratosphériques pour toutes les raisons qu'on a évoquées d'abord, et puis aussi par la culture des deux personnages, pas simplement les personnalités. On sait que ça va
certainement voler assez haut ce soir, au moins en termes d'histoire de France, pas avec les mêmes références, mais ça va être un vrai combat frontal en plus d'idées. Hein. Vous avez migration, identité, sécurité, Zemmour, vous avez France métissée, créolisation, sociale, Mélenchon. Donc forcément, il y a une confrontation qui est d'autant plus saine, parce que moi je fais partie des gens qui disent que Mélenchon a eu raison de débattre avec Zemmour, que nous allons sortir du Covid. Là, on rentre dans la campagne présidentielle. Il me semble que Frédéric, mon cher ami qui est là, Dabi, je crois que c'est vraiment le premier. On rentre dans la présidentielle à partir depuis hier, et hier avec la primaire verte, et ce soir avec Zemmour. Frédéric Dabi avant Elisabeth Lévy. Frédéric Dabi. Une minute pour dire que ça va bouger des abstentionnistes. C'est pas que des supporters de Zemmour et Mélenchon qui vont regarder ce soir. Il y a des gens qui veulent peut-être pas voter et qui vont venir au Frédéric Dabi. Oui, alors. Merci et bravo d'avoir réussi à interrompre mon ami François. On n'exagère pas. C'est toujours très difficile. C'est un sport national. C'est un sport national d'interrompre soit Françoise de Gois, soit Elisabeth Lévy. C'est même parfois comme la sociologie, un sport de combat. Mais en tout cas, c'est vrai que je partage ce que dit François. Ce sont des personnalités très fortes. Je rappellerai quand même que ce sont des personnalités très impopulaires, mais qui incarnent quelque chose en termes de soutien et en termes de rejet. Très impopulaire. Oui, attendez, ça veut dire pardon. Oui, puisque Jean-Luc Mélenchon, dans le baromètre fiducial pour Paris Match et Sud Radio, est la personnalité qui génère le plus de mauvaises opinions avec Marine Le Pen. Merci. Ce qui n'empêche pas qu'il a un socle de fans, si je puis dire, extrêmement mobilisé. On le voit sur les réseaux sociaux. Éric Zemmour, on parle de sa percée dans les enquêtes d'opinion, d'attention de vote. Est-ce que c'est durable? Personne ne peut le dire. On se souvient de Chevènement en 2001. On se souvient d'Arlette Laguier au premier trimestre 2002. On ne peut rien dire. Et là, il faut laisser le sondage à sa place. Ce n'est pas une prédiction. Mais pour autant, c'est vrai que ce sont des personnalités qui peuvent susciter un intérêt extrêmement fort. On est quand même très loin de l'échéance. Ça n'aura pas l'impact des débats, et vous en parliez tout à l'heure, Patrick, du 19 mars 2017, où c'était le premier débat de l'histoire entre les principaux candidats avant le premier tour, où là, la percée de Jean-Luc Mélenchon, l'effritement de Marine Le Pen avait été réel. Il ne faut pas oublier que ces débats en amèneront beaucoup d'autres, puisqu'on va être, même si le Covid semble s'éloigner, dans une campagne où sans doute il y aura moins de grands meetings, et il ne pourra pas ne pas y avoir beaucoup de débats d'avant le premier tour. Donc de ce point de vue-là, crédibilisation pour Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon qui va tenter d'être le rempart et donc de peut-être fédérer du vote utile à gauche, ce que pour l'instant il n'arrive pas à faire. Chacun joue plutôt gros. Oui. Elisabeth Lévy, et ensuite on regardera du côté des réseaux sociaux. Frédéric, je suis toujours ravi de perdre ce combat pour être interrompu par vous. Non, alors d'abord, j'ai été frappé dans la revue de presse, j'ai entendu la une de Libé. Oui. Alors je suis absolument sidéré qu'un journal ose titrer avec une question dans laquelle il y a déjà la réponse quand même. Peut-on débattre avec n'importe qui? Déjà, ce n'importe qui est tout de même très méprisant. Et évidemment, je suppose que la réponse de Libé est non. Je suis sidéré qu'un journal nous dise qu'un débat n'est pas bon. Parce que mais c'est un débat, un journal qui affiche son opinion, quoi. Donc, oui, comme voter Macron avant le second tour. Poursuivez. Oui, poursuivez. Donc, non, c'est pas qu'il soit pro-Mélenchon, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est que son opinion, en l'occurrence, c'est qu'il ne faut pas débattre, si vous voulez. Or, le débat, c'est l'esprit des Lumières, c'est la confrontation des arguments. Je ne vois pas comment on peut s'y opposer. C'est ça, quand on est un journal d'opinion, si vous voulez, et qu'on prend pas ses lecteurs pour des crétins, eh bien oui, la confrontation des opinions, ça ne peut être que bon. Et là, il y a deux éléments, notre auditeur l'a très bien dit, dans ce débat, il y a un spectacle. Parce que, évidemment, un spectacle entre deux tribuns formidables, deux hommes très cultivés. Les Français, ils sont très attachés à ce goût de l'histoire. Et c'est une des clés du succès d'Éric Zemmour, je crois d'ailleurs. Et donc, effectivement, ça risque d'avoir de la tenue. Alors, je ne sais pas si Françoise a dit, dans le fond... moi, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs flottants entre Mélenchon et Zemmour, mais je peux me tromper. En revanche, là où ils ne sont pas exactement dans la même position, c'est qu'on connaît quand même pas le programme point par point de Jean-Luc Mélenchon, mais on connaît
ses grandes lignes, on connaît le genre de proposition qu'il peut faire. Donc il me semble que là, Zemmour peut être dans la position où on va effectivement aller le chercher là-dessus. Je veux dire, donc je crois pas qu'il soit... Et vice-versa, surtout. Je pense que c'est très... On va entendre Éric Zemmour. Moi, je pense que nous ne serons pas les aficionados des mêmes personnes, Elisabeth, vous et moi, ce soir, parce qu'il va y avoir des gens qui vont être des aficionados. Moi, je pense que ça va être passionnant quand Jean-Luc Mélenchon va demander à Zemmour ses propositions sur l'écologie, sur l'économie, sur le social. Chacun va être obligé d'aller coincer l'autre. Je dis pas ça parce que c'est un match de catch. Je pense que c'est profond. Je crois qu'il faut reconnaître, et je l'ai dit tout à l'heure... Ce sont deux visions de la France, deux visions de l'identité française. Deux visions frontales, et sont pas ils ont la passion de l'histoire tous les deux, mais ils rentrent pas par la même porte. On voit bien Zemmour rentre par Napoléon, Maurras, de Gaulle. Jean-Luc Mélenchon, il rentre par la Révolution française, par la Commune. Qu'est-ce que ça donne sur les réseaux sociaux, Cécile ? Les auditeurs regrettent que ce soit plus un débat de coq et de spectacle. C'est comme ça qu'ils le voient, plutôt qu'un débat d'opinion et de fond, en fait. Voilà. Ça va être... je vais vous dire, je crois au contraire, moi, ce que j'attends... Alors, c'est vrai, moi, je m'intéresse moins à l'économie qu'à l'identité, je le reconnais, surtout quand on a un sentiment d'urgence. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment, je crois qu'on va avoir deux visions de la France, et justement pas seulement un combat de coq. J'en suis sûr. Et peut-être un peu d'humour, ça nous fera pas mal. D'un mot, est-ce que vous êtes choqué, frappé ou pas par la une Non mais Frédéric, on va le retrouver aussi dans un instant. Oui, sur Éric Zemmour. Non, pas du tout. Oui. Je ne suis pas choqué, ça fait partie. Vous savez, il y a eu une bascule dans ce pays quand à un moment donné, on a vu un président en scooter apporter des croissants à sa compagne. Voilà. Bon, cela dit, on avait déjà vu aussi... on a vu Ségolène... Nicolas Sarkozy. Avec Cécilia. Avec Richard Attias. Avec Carla aussi. Ça a été... Non, mais avec Cécilia surtout. Avec Cécilia, ça fait très mal à Nicolas Sarkozy. Avec Attias. Ça a fait très mal à Valérie Tréaveller, le scooter. Ça a fait très mal à Ségolène quand elle se fait lever à Marbella avec son compagnon André Adjès. Bon, ça me... Non, mais je veux dire, ça ne me heurte pas. Moi, j'ai plein de questions. Oui. Non, mais tant pis, on a basculé là-dedans, Honnêtement, quand on veut se cacher, honnêtement, quand on veut se cacher, moi, j'ai assez d'amis de ce niveau-là politique pour vous dire que si Ségolène Royal veut se cacher ou François Hollande, eh bien, ils se planquent. Là, ils sont pas planqués. François Hollande, il s'est caché derrière un casque, mais il a été un peu délaissé. Non, il a été un peu dénoncé, je pense. C'est vrai. Honnêtement, Elisabeth, d'un mot, et puis ensuite, on enchaîne. Ça choque tellement Éric Zemmour, fondamentalement. En vrai. Je vais vous dire, je me fous que ça choque ou pas Éric Zemmour. Je déteste la transparence. Je pense que c'est une barbarie. Je pense que la vie privée, ce que Benjamin Constant appelait la paisible jouissance de l'indépendance privée, c'est au cœur de nos libertés. Que Éric Zemmour ne se soit caché ou pas, je m'en fous. Je ne veux pas être convié dans la chambre à coucher des gens. Mais là, n'oublions pas, Françoise. N'oublions pas. Stop, 2 secondes. N'oublions pas le public. N'oublions pas, si vous voulez, que s'ils font tout ça, c'est parce que des gens vont se ruer sur Max. Bien sûr. Et on est un monde, j'allais dire une nation, mais là, ça ne s'arrête pas aux frontières de la France. On est un monde de voyeurs. Moi, je trouve que la transparence, c'est la logique de la transparence. Vous devez tout nous montrer. Eh bien, non. Les hommes publics ne doivent pas tout montrer. Je pense que c'est une pente sur laquelle on est déjà bien en bas, qui est insupportable. Et après, c'est eux qui montrent aussi. Je veux dire seulement quelque chose. Je partage complètement ce que dit Elisabeth, mais ce qui est formidable avec notre peuple, qui est une nation éminemment politique, c'est que ces affaires privées n'impactent en rien l'évaluation que font les Français des dirigeants politiques. Les exemples sont à foison. Je n'ai pas le temps de les citer, mais voilà, les Français ne jugent pas dans la chambre à coucher. Pardon, bon, je voudrais juste on a dépassé, on revient dans un instant. L'IFOP, on va en reparler, Frédéric Dabi, aussi avec ce sondage qui est assez intéressant, donc sur les Républicains aussi avant la présidentielle. Puis vous pourrez revenir, François, si vous le désirez, bien sûr aussi, sur Zemmour et sur les débats et tous les autres sujets. Allez, dans un instant. 0826 300 300 si vous voulez participer au débat tout de suite. 9h23, la suite des grands débats. Avec nous, Elisabeth Lévy, Françoise Degois, Frédéric Dabi, directeur général adjoint du groupe l'IFOP. Et puis aujourd'hui, nos sujets, Xavier Bertrand. Oui, Xavier Bertrand, Frédéric Dabi, il y a eu ce sondage de l'IFOP pour les Républicains. Ça a été réalisé à la demande des Républicains, c'est bien ça.
Tout à fait. C'est une étude qui a été commandée à l'IFOP par les Républicains. Une étude avec une volumétrie jamais vue, puisqu'on a interrogé 15 000 personnes se considérant comme de droite. Oui. Bon, et là, ce qui ressort globalement, c'est que Xavier Bertrand, pour l'ensemble des gens de droite, les sympathisants de droite, est en tête, et Valérie Pécresse, elle, est en tête chez les LR, c'est ça ? Oui, alors attention, ce n'est pas une enquête d'intention de vote, ce n'était pas un sondage de trancher le débat chez les Républicains, c'était ni notre rôle ni notre vocation. Il y avait toute une série de questions. Sur la question de la bonne opinion, c'est très équilibré entre Pécresse et Bertrand. Sur la question des traits d'image qui constituent la panoplie présidentielle, avantage Bertrand de peu sur toutes les dimensions, sauf la capacité à représenter la France à l'étranger, qui est plutôt décerné à Michel Barnier de par son parcours. En revanche, de manière plus stratégique, et ça va intéresser, je pense, Françoise et Elisabeth, celui qui est perçu comme le plus capable de qualifier la droite au second tour, de battre Emmanuel Macron et de battre Marine Le Pen, c'est très clairement Xavier Bertrand. Oui, 70%, grosso modo, 70-71% contre 56-57% pour Valérie Pécresse. Et puis derrière, Michel Barnier pointe quand même à 30%, un peu plus de 35%. Il y a ensuite Ciotti à 20% à peu près, et puis Philippe Juvin à 14-15%. Je constate, mon cher Frédéric, je me tourne vers vous, que personne ne tue le match en fait. Oui. En réalité. Et le problème est là, c'est-à-dire que jusqu'au bout, on va rester dans cette... parce que quand je regarde, à part les options de second tour, et c'est quoi? C'est à 2-3%, c'est une marge presque d'erreur. La difficulté des Républicains, c'est un trop-plein de talents moyens. C'est pas un trop-plein de talent exceptionnel, c'est un trop-plein de talent assez moyen. Donc personne ne tue le match, ça veut pas dire... Je pense que rien ne peut être analysé avant janvier, moi. Honnêtement, dans une présidentielle aussi gazeuse, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais rien ne va vraiment démarrer avant janvier. Mais là, c'est un souci, je trouve, pour eux, d'avoir des candidats aussi égaux, en fait. Oui. Allez-y, Frédéric. Oui, non, je partage ce que dit François sur le fait que la campagne n'a pas commencé, mais en revanche, le peuple de droite a envie vite de savoir comment les choses vont se passer. Mettez-vous en fait à la place, Françoise, d'un sympathisant de droite type en septembre 2016. Il savait exactement tout ce qui allait se passer. Il allait voter au mois de novembre pour le candidat qui allait être président de la République. Aujourd'hui, un sympathisant de droite qui n'est pas pro-Macron, qui n'est pas tenté par un vote Zemmour ou Le Pen, il ne sait pas. D'accord. Oui, mais ça, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, Frédéric, pardonnez-moi, j'ai raté le tout début, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que justement, en septembre 2016, tout le monde était sûr, puis je vous rappelle que ça ne s'est pas non plus passé, comme le pensaient beaucoup d'électeurs de droite. C'est vrai que le directeur du Pour aller dans votre sens, Elisabeth, le directeur du Figaro m'a raconté une anecdote géniale. La veille du débat entre Sarkozy, Fillon, Juppé, ils pensent que Juppé n'a aucune chance avant le premier tour. Et en réalité, ils se disent, comme on veut avec ces personnes, qui est-ce qu'on met au centre, Sarkozy ou Juppé? Le Figaro, c'est quand même toute une histoire. Finalement, ils mettent Fillon au milieu en disant, de toute façon, il n'a aucune chance, donc on le met au milieu et à sa droite. Fillon n'avait aucune chance, c'était pas Juppé. Fillon n'ayant aucune chance, on le met au milieu, comme ça ne sera ni Sarko ni Juppé. Regardez ce qu'a donné l'histoire, c'est drôle, non? Non, mais c'est vrai. Il y aurait eu quelque chose de cocasse, mon cher Frédéric, mais évidemment, vous n'êtes pas allé jusque-là parce que les Républicains ne vous l'ont pas demandé. C'était de mettre dans cette enquête Éric Zemmour, quoi, bien sûr. Mais même si vous l'avez démarré plus tôt. Oui, on a commencé le 30 août, Patrick, pour interroger 30 000 personnes et pouvoir déduire 15 000 personnes de droite, c'est une très grosse enquête. C'est quasiment la moitié de notre rolling que l'on va réaliser ensemble à partir de janvier prochain. Oui, c'est ça. Comment vous analysez quand même cette montée progressive d'Éric Zemmour, progressive rapide plutôt, en l'espace de 15 jours, où il est passé de 5-7% à 11% là? À 9 dans l'IFOP, moi 9, je pense 9, que... Oui, non mais entre 9 et 11, c'est ça selon les instituts. Tout à fait. Moi je pense qu'il bénéficie d'un momentum particulier. D'un côté, il y a cette fébrilité du peuple de droite sur comment vont se passer les choses, et il y a un vrai pouvoir d'attraction d'une partie du peuple de droite. Et puis, il y a quand même, et c'était notre enquête, Patrick, pour le JDD au mois d'avril, c'est-à-dire la radioscopie du vote RN, on a un nombre croissant d'électeurs RN qui se disent Marine Le Pen ne peut pas gagner, n'a pas la stature pour gagner, et un électeur qui soit de droite, de gauche ou RN veut gagner. Il n'est pas sur un vote de témoignage.
Oui, vous avez raison. Et puis il y a quand même autre chose, cher Frédéric, si vous voulez, c'est que je crois qu'on a rarement vu aussi longtemps avant les élections, si on peut dire, une telle couverture médiatique d'un non-candidat. Enfin, depuis d'un non-candidat, c'est vrai. Depuis qu'il n'est plus sur CNews, si vous voulez, il y a... Alors, quand il n'y a pas des interviews d'Éric Zemmour, qu'il n'est pas présent directement, dans Le Monde, c'est un papier par jour. Dans Le Canard, cette semaine, il y en a 4. 4. Ouais. Donc, c'est une obsession des journalistes aussi. Hein, oui, bien sûr. Merci, en tout cas, Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP, Françoise Degois, Elisabeth Lévy, et puis vous, évidemment, au 0826 300 300. D'ailleurs, au 0826 300 300, on vous attend pour parler du sujet que l'on évoquera dans 5-10 minutes, Cécile. Le harcèlement scolaire. Le harcèlement à l'école.